Et on est reparti dans une nouvelle vidéo, et cette fois-ci, on va voir ce qu'il se passe pendant un kernel panique. Alors un kernel panique, qu'est-ce que c'est? En gros, quand le noyau Linux rencontre une erreur, pour une raison X ou Y, une erreur grave auquel il peut rien faire, il abandonne tout, il arrête tout. Il se laisse dépérir, et on peut plus rien faire, si ce n'est que rebooter, et enfin d'abord récupérer les logs pour savoir ce qui s'est passé, et puis rebooter. Donc là, comment est-ce qu'on va faire? Bah, c'est simple. On avait vu dans la dernière vidéo, dans la première vidéo sur le vraiment kernel Linux, que quand on bootait le kernel sans rien d'autre, juste le kernel, on avait un kernel panique parce qu'on n'avait pas de disque sur lequel se raccrocher. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va relancer ça, mais cette fois-ci, on va essayer de s'immiscer dans les codes, dans le code qu'on va débugger par GDB pour comprendre un peu mieux ce qu'il se passe. Ça va pas être non plus ultra technique, je vais pas non plus tout commenter, on verra juste quelques petits moments importants, enfin intéressants. J'improvise un peu, donc j'avoue, j'ai pas trop de fil rouge, j'ai pas trop de stratégie, si ce n'est que suivre le fil d'exécution et voir ce qui se passe. Donc, on va lancer QEMU sur le kernel qu'on a compilé à la dernière vidéo, avec un serveur de debug, et on va justement lancer GDB sur le kernel qui contient les informations du debug, et donc se raccrocher au serveur en question. Donc, on exécute QEMU, là, on lance GDB, on va pouvoir zoomer ici. On dit qu'on a donc une remote sur le port 1, 2, 3, 4. On fait un hash break sur la fonction kernel, je vais y arriver, init. Donc je rappelle, on ne fait pas un break classique, parce que break va modifier du code pour pouvoir faire son breakpoint, alors que le kernel, il est en mémoire, en lecture seule. On ne peut pas le modifier. On ne peut pas modifier cette zone mémoire. Comme on ne peut pas modifier cette zone mémoire, on fait donc un hash break, un hardware break, pour passer pour un registre du processeur, pour pouvoir faire le breakpoint. Comme ça, on ne modifie pas la mémoire, que de toute façon, on ne peut pas modifier. Voilà, on continue, et on est dans la fonction kernel init. Donc, à partir de là, on peut donc lister tout le code qu'on va exécuter. Donc, nous, on se trouve ici. On peut voir qu'on va donc passer entre autres par wait for completion, puis kernel init freeable. Et si vous vous rappelez de la vidéo précédente, c'était dans cette fonction, quelque part, que le kernel panic s'exécutait. Donc on ne va jamais atteindre async synchronize full, par exemple. Et le reste derrière non plus. Donc on va next, wait for completion, on peut l'exécuter. Kernel init freeable, on va donc stepping. Et on va continuer comme ça l'exécution. Donc là, il y a beaucoup de fonctions pour initialiser le kernel ça va être sur le truc matériel qui va se lancer. Donc là, par exemple, tiens, à titre d'exemple, là vous allez voir passer beaucoup de fonctions avec du SMP, pour voir SMP prépare CPU, do pre-SMP need calls. Encore une fois, le SMP c'est tout simplement c'est plein de fonctions qui vont servir à préparer d'autres processeurs, si jamais il y en a plusieurs, pour faire du symétrique multiprocessing, c'est ça SMP. D'ailleurs, là, on est dans la fonction kernel init freeable, j'en ai pas parlé. Étant donné qu'on va avoir un kernel panic, c'est la fonction qui, à un moment donné, va tenter de monter le système de fichiers racine, qu'on appelle un root fs. Et puis ça fait d'autres choses, hein, ça va lancer des kernels thread, etc. Et ça va aussi donc libérer la mémoire utilisée pendant le boot. D'où le freeable. Bref, donc on continue l'exécution. Voilà, do basic setup, c'est pareil, ça va faire beaucoup de choses. Là, on l'a appelé une fois, mais on va la voir encore ici, un peu après, voilà, do basic setup. Là, vous allez voir, ça va défiler, défiler, défiler. Do basic setup, lui, il va faire des appels pour initialiser certains périphériques, les systèmes de fichiers, la partie réseau, tout ce qui va toucher au bus, au matériel, ce genre de choses. On peut voir ici tout qui défile. D'ailleurs, comme on est virtualisé, qu'en plus il y a GDB derrière, on peut voir que c'est un peu plus lent l'exécution qu'en temps normal, donc ça nous permet d'un peu plus apprécier ce qui se passe pendant le boot. Je prends quoi d'autre? PA data init, ça par exemple, c'est ce qui va initialiser toute la partie PA data, donc c'est du parallèle data, qui permet d'effectuer des opérations en parallèle quand il y a plusieurs CPU. Il y a vraiment beaucoup de fonctions, je peux pas toutes les commenter.
Après, donc, du coup, c'est à vous de faire votre propre chemin et de vous dire, tiens, cette fonction, je me bien ce qu'elle fait, d'aller dedans et voir le code, ou sinon d'aller voir documentation Linux et puis de comprendre ce qui se passe. Bref, donc, wait for initramfs, bon, bah ça va attendre, voir s'il y a un initramfs ou un initRD qui est accroché, sur lequel on pourrait donc monter. Je rappelle, initRD, initramfs, c'est un petit système de fichiers. C'est un petit Linux, pas le kernel, hein, mais dans le sens de distribution, qui va juste servir à monter les périphériques, monter les points de montage de la vraie distribution qu'on a envie, sur laquelle on a envie de booter. Et puis après, ça va faire un pivot route sur cette distribution. Mais bon, là, on n'en a pas. Donc, on va passer ça, contrôle notre OPS. Voilà, prépare namespace. Alors ça, on va devoir step in dedans. Prépare namespace. Alors, le nom peut être trompeur quand on connaît pas le nom de namespace dans cette partie de Linux. Pour beaucoup, ça va être ce qui va nous servir, par exemple, à isoler toutes les parties, on va dire tous les processus pour l'exécution, les systèmes de fichiers, oui, les points de montage, la partie réseau, ça va être des points d'isolation sur Linux. La namespace, c'est pas du tout comme on le croit. En gros, un namespace, ça va être un type de système de fichiers. Euh, donc en gros, par exemple, vous avez le slash proc, le slash root, le slash tnp, voilà, vous avez beaucoup de systèmes de fichiers à monter, qu'ils soient virtuels ou qu'ils soient liés au disque, au bloc que vous voulez monter. C'est ça un namespace. C'est juste un système de fichiers. Donc à pas confondre avec les namespaces, mais pour la partie processus de Linux. Là, on est vraiment sur la partie système de fichiers. Donc, on va donc essayer de monter tout ça. Donc on a mount root, ça va nous intéresser. Donc c'est ce qui va nous permettre de monter la partition petite racine. Pas nécessairement slash root. Slash root, voilà, un autre namespace par exemple. Mais vraiment la racine du système sur lequel on a envie de monter. Du coup, c'est par mount root qu'on le fait. Mount block root. Donc lui, c'est ce qui va essayer de monter, entre autres, slash dev slash root, ou un périphérique qui traîne pendant le boot, comme système de fichier dit racine. Et qui du coup, lui, est de type rootfs. Un autre type de système de fichier. Donc on va aller dedans. Donc il va tenter justement de créer le périphérique slash dev slash root. Et puis ensuite, il va voir s'il peut trouver un point de montage. Bon, il n'y en aura pas évidemment. Voilà, mount block root, pareil, on va aller dedans. Maintenant, on était déjà dedans. On va le passer lui. Mount root générique. Donc là, il va afficher de l'information, unknown block. Donc il a l'air d'avoir trouvé un bloc, mais il comprend pas trop ce que c'est. Normalement, ça aurait dû s'afficher sur le terminal, mais bon, c'est pas bien grave. List bdev fs names. Donc il va lister des systèmes de fichiers. Do mount root. On va aller dedans. Le do mount root, c'est ce qui va permettre au contrôleur justement de monter ce qu'on appelle le VFS, le Virtual File System, donc le système de fichiers virtuel. Parce que quand vous accédez, quand vous montez votre disque, comment dire, Linux n'est pas accroché directement sur votre disque. Vous avez un système de fichiers virtuel qui permet d'atteindre le disque et ses données. Il y a un intermédiaire. C'est do mount root qui le fait. Init mount, on va le passer. Mais on peut déjà voir un petit message d'erreur ici. Devroute can't open block dev. Voilà, il peut pas ouvrir devroute. Il n'a rien pour s'attacher dessus. Hop, là on a un petit printk. Donc printk, c'est une fonction du kernel qui permet de faire comme du printf, mais dans les logs du kernel. Et donc là on peut voir le message d'erreur. Le virtual file system, je ne peux pas ouvrir le périphérique de racine. Le périphérique root. Et hop, on peut voir qu'il s'appuie justement ici. Et encore ensuite on a un nouveau message. Please append the correct root égal. Et donc là, en gros, on doit donner l'identifiant du disque sur lequel on a envie de booter, que ce soit un disque CD, une clé USB, un disque dur, un SSD, enfin voilà, ce qui contient du système de fichiers. Mais on n'en a pas. Printk all partition.
Driver SR. Ah, ça, c'est typiquement le lecteur CD-ROM, par exemple. Donc, il a l'air d'avoir trouvé ça. Donc, peut-être que QEMU embarque par défaut un lecteur CD. ifruit FS Nano, donc on va continuer. List all of all BDEV. Donc, BDEV, c'est pour block device. Donc, les périphériques de type block, c'est-à-dire ce qui peut contenir de la donnée, genre du disque, hein, justement. Je sais pas pourquoi il va m'en lister là, apparemment. X3, oui, c'est ça, c'est des types de systèmes de fichiers. Ah oui, en fait, c'est ce sur quoi il peut booter. En gros, il dit, bah, donne-moi un truc qui a de l'X3, de l'X2, de l'X4, du virtual, du VFAT, du MS-DOS, et que sais-je encore. Et ah ah! Et là, on a le panique. Donc là, on va rentrer dans la fonction qui va faire en sorte que le noyau s'arrête et meurt. Ou presque. Vous allez voir qu'il va pas vraiment mourir. On dit toujours, quand il y a un kernel panique, c'est Linux qui meurt, il arrête tout. En réalité, vous allez voir, il y a une petite surprise. Donc, on va step in dans cette fonction. Donc là, vous allez voir, comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans la fonction, dans le fichier panique.c. Donc dès qu'il y a un kernel panique qui occure, boum, on atterrit là-dedans. On va voir un peu ce qui se passe. On va retrouver du via list. Donc on va faire appel à du printf ou un peu de printf. Donc on va faire du next tout simplement. Donc là, local URL utilisable, c'est qui parle d'interruption, il désactive tout. Donc en gros, il n'y aura plus d'interruption possible. Console verbal, oui. Via start, il veut afficher des trucs du printf, c'est bien ce que je disais. Alors, PR emerge, c'est une fonction. En gros, quand vous faites du printk, vous avez différents types de logs. Vous pouvez faire printk en mode je veux du log normal, genre vraiment du log classique, de l'information, du warning, de l'erreur, de l'émerge pour quand il y a une emergency. Et en fait, pour chacune de ces niveaux de log, il existe des fonctions alias. Donc là, par exemple, vous avez PR emerge, qui va faire appel à printk, mais en indiquant c'est de l'urgence. Mais je pourrais avoir aussi un PR info, qui va faire appel à printk, mais en disant c'est du niveau d'information. Donc c'est pas grave, c'est juste je t'informe qu'il se passe un truc. Pas nécessairement grave, hein, juste, ouais, je t'informe qu'il se passe un truc. Bref, donc on va voir ici qu'on a donc le début du kernel panique. Donc là, on entre dans le kernel panique et on dit, voilà l'erreur, not sizing, VFS, donc le système de fichiers virtuel, je n'arrive pas à monter le système de fichiers racine sur le bloc inconnu 00. Bah oui, il a tenté de chercher des blocs avec des identifiants, il n'y avait rien, donc forcément, tout ce qu'il a eu comme retour, c'était 0 en disque et 0 en partition, voilà. Il n'y a rien. Donc, valeur de retour, 0. Dump stack, donc on va dumper toute la stack du kernel pendant l'exécution. Donc là, on a la stack qui est ici. Donc on peut voir par où est passé le kernel. Donc on retrouve bien le kernel init, le prepare namespace, le mount root, et puis le panic, on est dedans, et puis le dump stack qui vient de s'exécuter. Là, c'est une fonction de debug KGDB, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait activé dans la dernière vidéo pour faire du debug. Là. Panic Other CPU Shutdown, donc ça, s'il y a d'autres CPU, j'imagine, c'est en gros abandonner tout ce que vous faites. Print 4, Panic Print 6 info. Message dump description. Ouais. Console unblank. Alors ça c'est marrant. Enfin c'est marrant. On va pas aller dedans, hein. Mais en gros ça c'est une fonction qui va réactiver la console, enfin dans le sens où vous voyez un peu genre l'écran, la console là. Si jamais elle était pas shutdown, mais si elle était éteinte ou mise en veille, genre pour économie d'énergie ou inactivité en gros. Double clock off, console flash on panic. Bah ça, voilà, quand je vous parlais des fonctions du type PR emerge, vous voyez qu'il y a du texte, donc c'est comme printf et compagnie. Mais donc du coup, il y a un buffer. Il y a un buffer qui va recueillir tout ce texte et qui va le vider petit à petit dans les logs du kernel, enfin du coup sur la console, avec le temps qui passe. Et bah console flash on panic, c'est pour dire si t'as encore du texte dans ton buffer, tu me flushes, tu me le vides, tu m'affiches tout et après t'arrêtes d'en prendre. Ça sert plus à rien. Donc là, si jamais t'avais encore des logs affichés, tu le fais maintenant. Bon, forcément, là, il n'y a rien à afficher. Voilà. Et donc là, on arrive sur la partie drôle. If. Donc là, on voit un panic blink. Il y a un panic timeout. Et voilà.
Là, on a encore un emergency, mais c'est pour dire c'est la fin du kernel panique. Alors, c'est pas la fin dans le sens c'est bon, j'ai arrêté de paniquer, on va reprendre l'exécution. C'est juste pour dire bah là, j'ai commencé mon kernel panique, on peut le voir ici. Et là, bah du coup, j'ai arrêté tout le code qui sert aux paniques. J'ai affiché tout ce que j'avais affiché. Donc là, je vais t'afficher mon dernier message d'erreur qui est donc bah, j'arrête mon kernel panique à cause de cette raison. Le %f, c'est ce qui est dans le buffer. Donc ça va être not syncing, enfin ça va être VFS unable to mount root machin. Voilà, unable to root, voilà. Donc juste on nous reprend le message d'erreur du début. Donc on voit bien, kernel panique c'est le début. Et là, n kernel panique, donc c'est la fin. Donc tout ça sont les logs du kernel panique. Et donc là, on va voir du code. On va aller petit à petit, voilà. À partir de cette ligne, la boucle for qui est là, c'est du code qui va être exécuté en permanence dans une boucle infinie. Donc on a i qui est égal à 0, qui va s'incrémenter d'un panic timer step. Et ensuite on va faire un test par rapport à la valeur de i d'un i next. Et on peut voir que i va s'incrémenter d'un panic blink avec un state qui va faire un XOR sur lui-même et sur 1. Pourquoi? En fait, ça va servir de faire une sorte de bascule. State va prendre les valeurs de 0 et de 1. Comment? On va faire un test. XOR, c'est simple, faut qu'il n'y en ait qu'un seul des deux qui soit égal à 1 pour être égal à 1. Donc si je fais, ici state va prendre deux valeurs possibles, 0 ou 1. Si je fais 0 XOR 1, bah ça me fait 1, donc state va être égal à 1. Mais ensuite, quand state est égal à 1, on va donc faire 1 XOR 1, ça donne 0. Et du coup, on revient au début, on va faire 0 XOR 1, 1, 1 XOR 1, 0. Donc en fait, state va prendre les valeurs de 0 et de 1, il va juste tout s'inverser. C'est une bascule. On va ensuite donc faire un petit calcul avec la valeur de i plus 3600 divisé par un panic blink speed. En gros, ça c'est pour calculer la vitesse de clignement du curseur qui est là. Alors vous regardez bien en bas à gauche, là où il y a ma souris qui tourne, vous allez voir qu'il y a un curseur qui va parfois s'afficher, enfin qui va clignoter. Là on a un délai, ça va donc créer un délai bloquant sur un certain nombre de millisecondes en activant en occupant, pardon, pas en activant, en occupant le processeur. Voilà, et donc là, pouf, on peut voir que le curseur pardon, clignote. Et on revient au début de la boucle. Donc on s'exécute, voilà, il y a un nouveau délai, et puis on peut voir que le curseur clignote selon les calculs qu'il reçoit avec les valeurs qui est envoyées. On va s'amuser à faire un dernier petit truc, on va pas aller dans le mdelay. Moi j'ai envie de voir le panic blink, parce qu'en fait panic blink, alors j'en ai pas parlé, j'ai parlé du state qui se faisait un XOR dans le pif, mais panic blink, il va servir, vous allez voir, faut juste que j'arrive à... On peut voir le curseur qui clignote. Faut juste que j'y arrive. Voilà. On va step in dedans. On continue ce truc. Non, je vais pas faire continue. Mauvaise... pas ce que je voulais faire. Je sais pas si je peux hash break. Comment ça s'appelle? Panic blink. Oh. Non. Ah, c'est pas une vraie fonction, c'est un... C'est un... Ça doit être un... Ça doit être un... Comment on appelle ça? On fait un define. C'est un... J'ai plus le nom. C'est pas une vraie fonction. Bon, ça, il n'y a pas une fonction panic blink. Je sais pas si je peux le faire sur mdelay du coup. Non. Alors attendez, je vais voir si je peux retrouver... Ah, mdelay, ouais, c'est bon. Comment ça s'appelle quand on fait un define? On est sur un... Attendez, je vous demande 2 secondes. J'ai retrouvé le nom pour faire une macro, voilà. Donc je pense que panic blink c'est juste une macro. Sinon j'aurais pu le break. Bref. On va donc next. Voilà. Voilà. Non. J'aurais bien voulu... Voilà. On step dedans. C'est un next que je voulais faire. Voilà. Et donc du coup voilà ce qui va être exécuté. Donc là on se trouve quelque part là. Tiens bon voilà, on peut voir que c'est une macro, le delay par exemple, define delay. Et en fait, le delay, on peut voir que c'est du code qui a été généré. Donc c'est bien de la macro hein, qui trouve derrière, c'est pas de la fonction comme on pense. Cela dit, il y a bien une fonction panic blink, mais préfixée dans l'information
i8042, i8042, et ça justement je trouve que c'est le contrôleur du clavier. Donc on peut voir qu'il va interagir avec la LED, parce que du coup il y a le curseur qui clignote, mais si vous avez jamais fait attention, quand vous avez un kernel panic sur votre Linux, il y a les deux LED de votre clavier, enfin deux, il y en a une, en général il y en a trois, mais il y en a deux qui vont clignoter. Et ben c'est ce code qui va faire ça. Donc on peut voir que la LED va être égale, donc on va recevoir un state, donc 0 ou 1, justement, rappelez-vous avec le XOR. Donc si c'est égal à 1, on va faire un XOR, un OR 4, sinon ça va recevoir 0. Donc ça en gros, bah, ça fait 5, si c'est l'addition. Et on va faire un read status bah, du clavier, on va faire appel à une fonction de debug, et pour indiquer qu'on va faire un panic blink, avec la valeur 0x ED, et du coup on va write data, donc on va écrire sur le contrôleur du clavier la variable 0x2d, donc on va set les LEDs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'on a incarné le panique, c'est ce code qui va s'exécuter, donc afficher des LED qui clignotent sur le clavier. Et après on va regarder les status et puis on va faire d'autres trucs. Donc si on continue d'exécuter le code, voilà, comme ça, on regarde si on va être égal à 5 ou 0. Alors 5, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que ça correspond aux identifiants des LED. Il y aura la LED 1, la LED 4. Et donc du coup, si on fait 5, on sait que c'est 4 et 1. Peut-être. Peut-être qu'il y a une LED 2. Je sais pas trop comment ça marche au niveau clavier. Ça, je dois l'avouer. Voilà, donc on va exécuter ça tranquillement. Tatative, write data. Donc ça y est, on a 7 les LEDs. Là, on fait du delay. Donc on appelle le mDelay qui est là. Et on recommence. Enfin, on continue, quoi. Bref, donc voilà, bah, c'était le carnet de panique dans toute sa splendeur. Alors forcément, là, je suis en machine virtuelle, tout ça, donc j'ai pas mon clavier avec des lettres qui clignotent, mais si jamais vous voulez vous amuser à faire paniquer votre kernel, il y a rien de grave à le faire, hein, juste faudra reboot, mais bah, vous verrez que votre clavier, normalement, il y a des lettres qui devraient clignoter à un moment donné. Bref, 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 voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, c'est le genre de trucs qui me font rire. Allez voir en profondeur ce qui se passe. Ça sert à rien, c'est juste pour la curiosité intellectuelle. En attendant, bah, je vous dis, bah, portez-vous bien, et puis sûrement une prochaine vidéo.